thème du jour, c'est la facturation, en autoconsommation collective. Donc voilà, comment facturer, comment payer, comment sécuriser le revenu et on va essayer de vous apporter un peu des détails là-dessus. Donc voilà, cette présentation, on a un total de 45 minutes, donc minimum une grosse 15 minutes pour les questions et on essaiera de faire un peu plus rapide pour être le plus rapide, concis et de vous apporter du contenu, de manière efficace. Donc sur 5 étapes, contexte, rappel, un petit peu c'est quoi les projets d'autoconsommation collective, le contexte du moment. Les 2 types de projets d'autoconsommation collective, en autoconsommation pure et avec de la vente locale. Un peu qui facture quoi, voilà, on a souvent des questions comme ça qui reviennent. Et derrière, on fera un focus sur nous, comment on a mis ça en place au niveau de la solution de facturation de paiement, au niveau de boîte. Et enfin, on fera cette session de questions-réponses. Donc tout d'abord, sur le contexte, il faut d'abord, enfin, je pense qu'on est tous conscients que l'autoconsommation, elle devient indispensable. Pour vous donner quelques chiffres, jusqu'à présent, le volume d'autoconsommation sur les projets en basse tension, donc moins de 250 kVA, on a plus de 80% du volume produit qui est vendu à EDF-OA. Souvent, on mentionne le volume important en gigawatts qui est en autoconsommation. Certes, il y a beaucoup de projets qui sont raccordés en autoconsommation. La question, c'est quelle est la part du volume qui est autoconsommé et quelle est la part du volume qui est vendu, typiquement à EDF-OA sur ce guichet, 0,500 kW. Bah, en fait, quand on dit 80, je pense qu'on est vraiment gentil. Si on était un peu moins conservateur, je pense que ça serait plutôt 90%. Mais en tout cas, voilà. On passe d'un volume où 80% du volume va être vendu à EDF-OA, où on va inverser ces rôles-là. Désormais, les projets, la plupart des projets, ils vont être inversés, c'est-à-dire qu'on va chercher à avoir moins de 20% qui est vendu à EDF-OA. Pour faire cette vente, bah, du coup, on dispose de 2 leviers principaux, enfin 3. Le premier, c'est l'autoconsommation, qu'elle soit individuelle ou collective. Évidemment, ça passe aussi par l'optimisation via le stockage et le pilotage. On n'en parlera pas, mais c'est une évidence. Mais le gros avantage qu'on a avec l'autoconsommation collective par rapport à l'autoconsommation individuelle, on en a 2 qui sont peut-être évidents. Le premier, c'est qu'on peut autoconsommer sur plusieurs compteurs. Donc, du coup, on a plus de volume qui est autoconsommé. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on a la possibilité de vendre l'électricité, c'est-à-dire que le producteur et le consommateur peuvent être des personnes différentes. Et donc, dans ce cadre-là, ça ouvre des choses bien plus fortes qu'on peut être bridé en autoconsommation individuelle. Donc ça, c'est le contexte. Je pense que la plupart des gens qui sont là, on connaît ce contexte-là. Et donc, comment on fait ça? Donc déjà, on rappelle, on a 2 types de projets d'autoconsommation collective. On a des projets qui sont de base en injection de surplus, comme on a ici, un projet d'autoconsommation individuelle classique. Et ce qu'on va faire, c'est que le volume, il va être, au lieu d'être envoyé directement à EDF-OA, il va être d'abord envoyé à des compteurs voisins pour faire de l'autoconsommation. Et le volume qui sera envoyé à EDF-OA, c'est que le surplus qu'on appelle ultime. Donc c'est vraiment le schéma, c'est le même, les tarifs EDF-OA sont les mêmes, c'est juste que le volume EDF-OA, il va fortement baisser. Ça, c'est le premier schéma qui est plutôt connu, etc. Il y a un deuxième schéma qui est parfois oublié, donc c'est pour ça qu'on a profité pour le rappeler. C'est des centrales qui sont, c'est des centrales qui sont en injection de la totalité. Hop, je vais repasser. Donc une centrale qui est à la base en injection de la totalité, et la plupart du temps, l'injection de la totalité rime avec vente de la totalité. Et donc ces centrales-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre en autoconsommation collective. Et donc on va rajouter des bâtiments comme ça, sur lesquels on va envoyer cette électricité-là. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que donc, le volume qu'on vend à EDF-OA, forcément, c'est plus que le surplus ultime, donc on a baissé le volume. Mais ce qui est important de comprendre ici, c'est que le prix de vente à EDF-OA, il est dicté non pas par est-ce qu'on est en autoconsommation ou pas en autoconsommation, mais bien ici, le mode de raccordement. Si on est en injection de la totalité, le tarif ici qu'on aura à EDF-OA, c'est un tarif dit de vente totale, entre guillemets, alors que si on est en injection de surplus, on va bénéficier donc souvent d'une prime sur les moins de 100 kW et du prix d'injection de surplus de EDF-OA tel qu'il est fixé. Donc ça, c'est 2 rappels importants à avoir en tête. On a beaucoup d'acteurs encore qui n'ont pas bien conscience de ces éléments, beaucoup d'installateurs. Et donc, ça va nous permettre de choisir le schéma optimum.
Typiquement, des schémas où on a très peu d'autoconsommation individuelle, mais beaucoup d'autoconsommation collective, enfin, ou peu d'autoconsommation collective, où on a 2 bâtiments, on va privilégier ce schéma-là parce que le tarif EDF-OA de l'injection de la totalité est meilleur que celui de l'injection surplus. Donc ça, c'est voilà, au niveau des rappels. Maintenant, si on va sur les typologies de projets d'autoconsommation, et pour se rapprocher de notre sujet qui est lié à la facturation, on distingue 2 types de projets. On distingue des projets qui sont en autoconsommation et des projets qu'on dit en vente locale. L'autoconsommation collective, elle permet ça. Donc, elle permet d'autoconsommer l'énergie produite sans avoir à être sur le même compteur. Et elle permet de vendre cette électricité-là. Donc, pourquoi il y a 2 typologies de projets? Donc, nous, comment on les distingue? On les distingue pour des projets dits d'autoconsommation seulement. On appelle ça des projets 10 fois patrimoniaux. Donc, un projet patrimonial ici, en l'occurrence, c'est on a M. Dupont qui a une centrale de production et il a 2 compteurs qui lui appartiennent. Hein. Par exemple, à proximité, il va peut-être avoir sa maison et son gîte. Et donc, dans ce cadre-là, on va envoyer l'électricité à ces 2 compteurs avant d'envoyer le surplus à EDF-OA. Donc, il n'y a pas de facturation dans ce cas-là. Donc, c'est le cas le plus simple. On retrouve souvent ces cas-là souvent les collectivités, hein, les mairies. C'est des schémas qu'elles font souvent. Le gros avantage de ce point-là, c'est que le producteur et le consommateur, vu que c'est la même personne, vous avez 100% des gains qui seront pour M. Dupont, alors que quand on est en vente locale, donc ici le consommateur ne serait pas M. Dupont, bah, du coup on va devoir partager la valeur. Point négatif, donc voilà, de manière humoristique, on cherche encore, mais en effet, la plupart de ces projets-là, il n'y a aucune raison qu'ils ne se fassent pas. La deuxième typologie de projet, c'est des projets dits qu'on appelle, nous, en vente locale. En vente locale, c'est quoi? C'est quand le producteur et le consommateur ne sont pas les mêmes personnes. Donc voilà, on a par exemple ici M. Dupont qui est un producteur, hein, ça peut être un IPP, un Independent Power Producer, et donc on retrouve souvent ça. Et on a deux personnes qui sont des tiers, donc qui sont différents de M. Dupont, et qui vont acheter l'électricité ici. Donc là, on voit bien que dans ce type de projet, donc c'est ce qu'on appelle de la vente locale, ou on appelle ça aussi des opérations dites ouvertes, on est dans un cas où, typiquement, en échange de kilowattheures, on va demander de l'argent à M. X et M. Y, et donc M. Dupont va devoir facturer ces éléments-là. Ce genre de projet, les 2 points qui peuvent arriver, c'est qui peuvent apporter en tout cas de la complexité, c'est il faut réussir à les identifier efficacement, ces tiers. C'est le premier volet. On peut vous aider à faire ça. Le deuxième, c'est le partage de la valeur. C'est OK, à quel prix M. X et Mme Y sont prêts à acheter l'électricité, et on va devoir comparer ce prix-là au prix de vente EDF-OA, ou appel d'offres, ou marché de l'énergie libre, etc. Mais en tout cas, on va devoir comparer ça. Et donc, c'est ce qui va faire ou pas que le projet se monte. Donc, on voit bien, voilà, 2 opérations différentes. La première de l'autoconsommation, donc les compteurs appartiennent à la même personne, appartiennent au producteur, donc pas de facturation. Là, dans ce cas-là, vraiment, la version opposée, donc ça, on retrouve beaucoup ça de producteurs indépendants qui nous demandent ça. Ils nous demandent voilà, de vendre l'intégralité. Eux, ils n'ont aucune consommation sur site. Ça peut être par exemple une petite centrale au sol ou ces éléments-là. Et ils vont chercher à le vendre localement. Et évidemment, on peut avoir des mix de ces 2 solutions. Et donc, on peut avoir un mix où vous avez M. Dupont qui a des compteurs à lui, et sur lesquels on va ajouter des compteurs d'un tiers. Et donc, tout ça dans la même opération. Et donc, on va avoir ici 2 compteurs où on ne va pas mettre en place de facturation. Et on aura 2 compteurs pour M. X et Mme Y, où il y aura une facturation qui sera mise en place. Donc voilà, une opération ce qu'on appelle mixte, nous, avec à la fois de l'autoconsommation multi-compteur, mais aussi de la vente locale. Et ce qu'il est important de rappeler, c'est que ces opérations, elles peuvent évoluer. Qu'est-ce qu'on entend par là? Les opérations peuvent évoluer. C'est-à-dire que vous pouvez très bien commencer une opération avec que 2 compteurs. M. Dupont, il a un compteur à lui qui lui appartient, et vous allez rajouter des compteurs après. Et ça, c'est assez puissant comme modèle, parce qu'en fait, en général, pour trouver des tiers à proximité, une fois que l'opération est en place et que vous voulez
améliorer en fait sa rentabilité, aller chercher des tiers, vous pouvez le faire après coup et c'est très facile de faire rentrer un nouveau participant dans l'opération. Donc voilà, donc se rappeler de ça, 2 types d'opérations, une sans vente et une avec de la vente locale. Les 2 peuvent être mixés et le dernier élément à bien se rappeler, c'est le fait qu'on peut faire évoluer ces opérations. Une opération qui n'est pas ouverte, elle peut devenir ouverte, elle peut apporter de la vente locale et pour ça, ce qui est important, c'est d'avoir une PMO flexible dès le départ. C'est-à-dire que si M. Dupont n'avait pas créé une PMO spécifique, il avait gardé lui, par exemple, vu que tous les compteurs lui appartenaient, il n'avait pas besoin de créer une PMO spécifique. Là, typiquement, il n'aurait pas pu intégrer de base M. X et M. Y, il aurait fallu changer la PMO. Donc nous, typiquement, on répond à cette problématique en apportant une solution de PMO intégrée, qui n'est pas celle qui va gérer la facturation, mais qui est bien celle qui nous permet d'ajouter des tiers dans l'opération très simplement. Donc, pour rappel sur cette opération mixte, dernier rappel, évidemment, M. Dupont, il va vouloir livrer en priorité en général ses compteurs. Donc là, il y a sa maison et son bed and breakfast. Là, sa maison, typiquement, il payait plus cher, donc il a mis en priorité par rapport à son bed and breakfast. Et en sortie, le surplus qui est disponible ici, il va l'envoyer à M. et Mme Y. Et s'il en reste, il enverra sur le marché à EDFO. Donc ça, pour se rappeler, donc ce schéma de répartition ici, c'est le grand classique sur des opérations mixtes. D'abord, il livre ses compteurs à lui, et après, il livre des compteurs tiers. Et donc, c'est la plupart, nous, des opérations qu'on mène, elles sont sur ce mode de répartition-là. Donc, sur ces opérations, si on zoome maintenant vraiment sur le cœur de notre sujet, sur la facturation, qui facture quoi? Sur ces opérations, on va toujours avoir 4 types d'acteurs. Donc, vous avez bien vu, j'ai omis ici la PMO, la personne morale organisatrice, qui, dans les cas, en tout cas, nous, dans la manière dont on opère, etc., ne sera pas le tiers collecteur d'argent et ne sera pas un acteur qui va faire de la facturation. C'est important, il y a certaines architectures qui utilisent ça. Elles sont assez propices pour des très grandes opérations avec beaucoup de volume et beaucoup de participants. Sur des opérations à taille plus humaine, des 100 kW, des choses comme ça, qui représentent peut-être une dizaine de compteurs, on pense que ce n'est pas la bonne architecture et qu'une architecture avec une PMO qui gère l'interface Enedis et une facturation et un paiement qui est complètement externe à cela est plus judicieuse. Donc, on va retrouver 4 acteurs. Le premier, c'est le consommateur, donc celui qui achète au producteur et au fournisseur d'électricité. Donc, le fournisseur va fournir le complément. Il y a le producteur, donc celui qui vend au consommateur, mais qui va aussi vendre sur le marché ou à EDF-OA, donc son surplus ultime. Vous avez le marché ou EDF-OA, en gros l'agrégateur ou EDF-EA, qui est celui qui va payer, qui va acheter le surplus ultime. Et le dernier acteur, c'est donc le fournisseur, c'est celui qui vend l'électricité en complément au consommateur. Donc si on zoome sur ces différents acteurs, donc typiquement, on va faire un premier zoom sur un consommateur-fournisseur et on va zoomer sur une facture. Donc, le consommateur, sur sa facture du fournisseur, donc la facture que va lui envoyer le fournisseur, on va avoir une ligne qui sera liée à ce que le fournisseur lui vend comme électricité, ce qu'on appelle une électricité alloproduite. Terme qui n'est pas trop utilisé, mais c'est ce qu'on beaucoup retrouvé sur les factures les consommateurs. Donc là, ils facturent tout comme d'habitude. Donc ça, c'est le volume standard. Et sur la partie du consommateur qui a été autoconsommé, le fournisseur va facturer juste le TURP et la TVA associée sur l'électricité qui y est autoproduite. Donc voyons un exemple pour que ce soit plus clair. Alors désolé, ça peut paraître peut-être un peu petit, mais sur cette opération, ce qui est intéressant sur cette facture-là, en tout cas, c'est que vous avez ici, sur la première période, donc c'est le mois de novembre, ce compteur-là n'est pas en autoconsommation collective. Donc, on voit que ce consommateur-là, il a des heures pleines, des heures creuses. Il y a un volume ici. Il paye le prix complet d'électricité. Et c'est facturé comme d'habitude. À partir de décembre, et quand il intègre l'autoconsommation collective, on voit qu'il y a 2 fois plus de lignes. Et pour les heures pleines et les heures creuses, on va retrouver
la partie autoproduite, donc ce qui a été vendu localement par le producteur. Donc là, typiquement, on voit qu'il y a 58 kWh. Sur ce volume-là, il ne va payer que le TURP. Donc on voit ici, en heure pleine hiver, il était sur un TURP à 4,47 centimes d'euros hors taxe. Et donc il applique la TVA et donc il va facturer que ça. Alors que sur l'électricité en complément qu'il lui a fourni, il paye bien le prix complet d'électricité, à savoir à peu près 20 centimes, hors taxe. Pareil en heure creuse, sauf qu'en heure creuse, il n'y a pas de volume. Donc ça, c'est le premier élément à voir, ce que le consommateur va retrouver sur sa facture. Donc bien désormais, 2 lignes, chaque volume est séparé entre l'électricité autoproduite et alloproduite. Sur la partie alloproduite, donc le complément, il paye le prix normal à son fournisseur. Sur la partie autoproduite, il ne paye plus que le TURP. Donc ça, c'est le premier élément, on le voit là, on voit qu'il n'y a plus que le TURP ici. Il y a un deuxième aspect à identifier sur cette facture-là, il est en bas. Ici, si vous regardez l'assise, vous voyez que l'assise, le volume d'assise qui est payé au fournisseur, il n'est pas le volume indiqué, le volume global. En fait, la partie autoproduite a été soustraite. Donc, la facturation de l'assise par le fournisseur n'est faite que sur le volume alloproduit, donc en complément, et pas sur la partie envoyée par le producteur d'énergie. Donc, cette présentation, vous l'aurez, vous aurez un replay associé. Donc, ça, c'est une facture réelle et qui est intéressante pour expliquer à des consommateurs, puisqu'on voit bien le mois de novembre où ils n'étaient pas en autoconsommation et le mois de décembre où ils étaient en autoconsommation. Si on passe à l'étape d'après, donc on fera un zoom après dans la démo, hein, sur la facture entre le consommateur et le producteur, enfin, du producteur vers le consommateur. Donc là, typiquement, le producteur, il va facturer quoi? Il va facturer l'électron, donc il va facturer en kilowattheure, fois le prix du kilowattheure qu'il a choisi. Donc ça, c'est la deuxième facture que reçoit le consommateur. Il va recevoir celle du fournisseur et il va recevoir celle-ci du producteur. Donc il va facturer l'électron, il va facturer la TVA sur cette part énergie, si c'est un professionnel. Sinon, la TVA n'est pas applicable pour les particuliers. Et il va facturer l'assise si on n'est pas exonéré. Donc, il y a un petit sujet en ce moment qui tourne autour de l'assise. Exonéré, pas exonéré, seuil de 1 mégawatt. Ce n'est pas l'objet de la présentation aujourd'hui. Mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui est facturé. Et donc, que ce soit l'assise ou la TVA, à partir du moment où elle est facturée, c'est juste pour être collecté avant d'être versé à l'État. Donc, le producteur, ce n'est pas un revenu qu'il aura, enfin, si c'est un revenu, mais qui devra rétrocéder au même titre qu'il peut rétrocéder la TVA. Donc ça, c'est vrai, évidemment, si le producteur est un professionnel. Donc ça, c'est sur la facture, donc c'est le deuxième élément. Donc ça, c'est les deux factures qu'a eu le consommateur. Donc le consommateur, j'y reviens, donc il a eu la facture de son fournisseur et la facture de son producteur. Et là, si on regarde côté producteur, donc le producteur, il va facturer à EDF-OA le surplus ultime. C'est-à-dire qu'ici, dans l'interface EDF-OA, s'il n'y a pas l'autofacturation, etc., l'index qui va saisir n'est pas celui qui est fourni typiquement au niveau du compteur, mais bien celui de l'autoconsommation collective, donc le surplus ultime qui va être facturé à EDF-OA. Donc là, c'est important de noter que EDF-OA, c'est un endroit à surveiller. Il y a pas mal d'erreurs qui peuvent être faites ici, donc c'est vraiment un volume à surveiller. Et donc c'est important d'avoir un suivi sur ce volume-là pour être sûr que la facturation est bien complète. Enedis estime qu'on a un volume conséquent de factures EDF-OA qui ne sont pas correctes. Alors parfois, on facture en double, hein, donc parfois ça va dans le bon sens, donc on ne crie pas trop. Mais ça peut être dans le bon et comme dans le mauvais sens. Donc, et enfin, on va venir sur une petite démo de ce système de facturation. Il faut savoir que la facturation, elle va être mise en place avec un contrat de vente. Et ce contrat de vente, il va fixer deux choses. Il va fixer un prix, et deux, il va fixer une périodicité. Donc, dans notre outil, c'est soit mensuel, soit annuel qu'on peut lancer la facturation. Donc,
Désormais, vous devriez accéder à l'environnement de supervision. Donc là, je vais d'abord me connecter. Je vais faire une première connexion ici, sur cet environnement de démo. Je vais me connecter comme si j'étais en train de créer mon opération. Donc imaginez, je suis un acteur, donc je suis un participant. Donc quand je viens m'inscrire ici, vous voyez que dans l'interface, j'ai juste mes démarches. Donc là, il n'a pas encore rejoint l'opération. Il va devoir saisir ces éléments. Donc là, c'est dans notre environnement de supervision. Il voit les éléments, donc il va devoir mettre ses informations personnelles, adhérer à la PMO, signer le mandat Enedis, donc avec des signatures électroniques, et enfin signer son contrat de vente. Donc l'idée, c'est pas de faire un focus sur ce contrat de vente, mais c'est bien pour vous dire que dans une création d'opération, il y a ce contrat de vente à signer. Nous, dès qu'il a signé ce contrat de vente, on va... alors, je vais essayer d'agrandir un petit peu l'écran. Donc, dès qu'il a signé son contrat de vente, les informations liées à son contrat, donc le prix, le mode de répartition et l'échéance de facturation, sont intégrés automatiquement dans le logiciel. Donc ça, c'est la première étape. Là, je vais me déconnecter, je vais me reconnecter avec un autre compte d'un participant. Vous voyez, là, il a fini les démarches, il a intégré une opération. Donc, sur cette opération, on voit que désormais, en tant que participant, il va voir son opération, mais il va avoir également un onglet facturation qui va lui permettre de voir les factures. Sur cet onglet-là, il va pouvoir consulter, lui, en tant que producteur, il va voir sa production. Il va voir les consommateurs qui sont connectés et il pourra voir les statistiques mensuelles d'énergie. Donc là, typiquement, il pourra voir que au mois d'octobre, sur les 276 kWh produits, proposés en autoconsommation collective, 125 kWh ont été autoconsommés par le voisin. Et donc, c'est sur cette base-là que va avoir lieu la facturation. Donc ça, c'est les premiers éléments. Et donc là, désormais, je vais me connecter, pour la démo, je vais me connecter en mode admin. Donc, il y a un petit peu plus de boutons, mais on accède un peu à tout. Donc, ça vous permettra de voir. Donc, sur cet environnement et sur la facturation, comment ça se présente? En tant que consommateur ou en tant que producteur, je vais pouvoir voir ici sur mon interface, je vais pouvoir voir les factures qui sont payées ou en attente de paiement. Sur une facture ici, typiquement, là qu'on voit qui a été payée, je pourrais l'ouvrir. Et donc, c'est bien HubWatt qui a édité cette facture, en l'occurrence. En revanche, on a édité cette facture avec un mandat de facturation, mais c'est bien le producteur qui a facturé le consommateur. Donc, nous, on est simplement tiers de service, ce n'est pas nous qui facturons. Nous, on édite une facture au nom du producteur. Et donc là, on va pouvoir... Donc, c'est une facture mensuelle. On voit le volume. Donc, typiquement, hors pleine heure creuse, il n'y a rien en heure creuse. On prend le volume. Ici, on est exonéré d'assises, donc elle passe à 0. On n'a pas de TVA, donc on a la facture globale. On voit également ici qu'il y a des informations de paiement. Donc ça, au moment de la création de l'espace client, on a les informations de RIB qui sont mentionnées. Cette facture, vous pouvez la télécharger en PDF si vous voulez la stocker. En tout cas, elle sera stockée dans l'environnement. Et chaque producteur et consommateur pourra consulter toutes ces factures. Donc ça, c'est le premier élément. Donc là, sur cette facture-là, vous verrez en un clin d'œil que la facture est payée ici. Donc elle apparaît en vert. Quand elle apparaît en rouge ici, typiquement, on voit que cette facture n'a pas été payée. Dans ce cas-là, vous avez deux manières de procéder. Soit elle est acquittée, on va dire, en espèces, ou on va dire hors ligne. Dans ce cas-là, on va l'acquitter sous forme d'action. Soit on utilise le système de paiement qui est intégré à notre plateforme. Ce système, il est assez simple, c'est un paiement, ce qu'on appelle en point à point. Donc, quand on veut payer, le consommateur va juste cliquer ici et ça va permettre de faire un virement bancaire. Donc là, on est dans l'environnement, c'est faux, hein, donc c'est un environnement test. En tout cas, c'est un paiement point à point. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand il clique ici, ça lui ouvre, en lien avec son IBAN, ça lui ouvre son compte bancaire et il va valider avec son application, son téléphone, le paiement de cette opération-là.
Une fois qu'il aura payé ce système-là, la facture va passer ici en vert et donc tout est fait. Ce paiement-là, c'est bien un paiement du coup point à point. Du coup, Boîte ne collecte pas ce paiement. Le paiement vient bien directement du consommateur vers le producteur en direct. Donc ça, c'est super important. Donc nous, on n'est pas impliqué là-dedans, ni la PMO, ni la boîte en tant qu'opérateur. C'est vraiment un point fort. Le deuxième point qui est intéressant, c'est que nous, du coup, on peut suivre la transaction en tant que boîte. On voit si le lien a été créé, s'il a été utilisé, etc. C'est pour ça que là, vous voyez un peu plus d'informations que ce que pourra avoir un client. Donc, on est en mode admin. En tout cas, un consommateur lambda. On a plus d'informations qui sont passées. Et pourquoi c'est important? Parce que derrière, nous, il y a un système automatique qui va être mis en place. Si la facture n'est pas payée, automatiquement, ça va faire une relance. Ça va alerter le producteur. Et le producteur, ici, il va pouvoir arrêter d'affecter l'électricité. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va couper le consommateur, hein, ça veut dire juste qu'on ne lui donnera pas si jamais il y a des factures qui ne sont pas payées. Donc ça, c'est mentionné dans le contrat de vente. Le système de relance, tout ça, il est automatique. En revanche, l'arrêt de la prestation d'affectation, c'est une action qui doit être manuelle par le producteur, en lien avec nous, en lien avec la boîte qui fait, en tout cas la PMO qui fait tiers de validation. Et donc tout ça, voilà, ça permet, donc ce système-là permet d'avoir à la fois un système simple pour générer automatiquement ces factures, donc annuelles ou mensuelles, donc ça va vous générer sur la base des montants qui transitent et avec le prix que vous avez défini dans le contrat de vente. C'est le premier élément. Le deuxième élément que ça apporte, c'est une solution de paiement en point à point qui simplifie vraiment le paiement et il assure un paiement en toute tranquillité. Donc volontairement, on a mis en place le fait qu'il y a un paiement, il y a un clic à faire pour le consommateur. C'est important dans la phase actuelle d'autoconsommation collective pour que chacun puisse s'adapter, puisse consulter la facture avant d'avoir un paiement entièrement automatisé. Donc ça, c'est le point. Vous pouvez télécharger ces factures. Vous pouvez les retrouver sur votre espace client ici de cette façon-là. Elles peuvent être visibles aussi par opération. Là, typiquement, mes 2 opérations différentes, on a switché et on peut voir ce qui est payé ou pas payé. Mais voilà, tout ça est fait directement dans la plateforme et vous permet. Donc, souvent, on a la question, donc on vous donne, c'est quel est le coût d'une telle solution? La solution que vous voyez qui permet de faire à la fois le suivi des opérations, la facturation, etc., c'est une solution qui coûte 300 € hors taxe annuelle. Pour l'ensemble de l'opération. C'est un forfait, ça ne dépend pas de la puissance que vous mettez en œuvre, etc. Et pour chaque facture supplémentaire éditée, on prend 3 €. Donc, d'où l'intérêt pour du résidentiel, typiquement, en général, on ne va pas faire de facture mensuelle. Là, on vous a fait une facture pour la démo très, très faible, mais en général, un peu comme EDF OA, sur les petites installations, on sera plutôt sur une facture annuelle. Et sur des grosses installations, par contre, là, on aura tout intérêt à faire une facture mensuelle parce que les montants sont plus conséquents. Donc, on en a fini pour la démo. Donc, on va faire place maintenant aux questions, si vous en avez. Donc, je vais revenir au partage et à notre solution. Et on va passer aux questions s'il y en a. Alors, j'en vois une dizaine, donc on démarre par en bas toujours. Alors, le patrimonial fonctionne pour des producteurs consommateurs privés, pas uniquement publics. Oui, tout à fait. On a même des opérations, nous, où on n'a pas de facturation, mais qui mêlent un même acteur, mais avec des compteurs pro et perso. Donc, des fois, on n'a pas de facturation dans ces compteurs-là, c'est pas bien cadré. Et on appelle ça des pseudo-patrimoniaux. Ouais. Pour avoir une PMO flexible, faut-il faire appel à un juriste, avocat? Non, il y a vraiment un gros intérêt d'être léger sur la PMO. Hein. Nous, la PMO qu'on propose de base, elle est suffisamment flexible, elle marche par petits collèges pour chaque opération. Ça permet d'éviter d'en avoir une à créer à chaque fois, etc. Et c'est super adapté à des petites opérations de moins de 5 kW.
Quid de l'assise en autoconsommation collective? Quid de la turpe locale, applicable ou pas? Alors l'assise, bon, je ne vais pas y revenir, mais voilà. Donc il y a un sujet, elle a été exonérée, mais elle devait être remise en cause. A priori, ce ne sera pas le cas, mais ce n'est pas encore super clair. Donc clairement, l'assise, on est quand même un peu en zone grise. Et la turpe locale, nous, on vous recommande d'utiliser la turpe standard. Il existe en effet une turpe spécifique autoconsommation collective pour des compteurs qui seraient situés sur le même transfo. Nous, de notre expérience, elle apporte de la complexité, elle n'est pas forcément rentable, et donc on préfère ne pas l'avoir, et on pense que ça serait même bien d'un point de vue législation qu'elle disparaisse. Le prix d'électron facturé à un consommateur est-il réglementé? Le prix de vente est-il limité? Eh bien non. Le prix d'électron n'est pas facturé, donc nous on a typiquement un client qui envoie sur un compteur à 0 et envoie sur un autre compteur avec la même centrale à 18 centimes. Et donc, il n'y a pas de cadre. Et je pense qu'on n'est pas prêt d'avoir un cadre là-dessus quand on voit la diversité, en tout cas, des offres qu'on peut avoir aussi sur le marché de l'énergie. Hein. Vous prenez Happy Énergie de Engie qui est à 0 € sur le prix de l'électron. Vous avez, pendant la crise énergétique, des gens qui payaient 57 centimes du kilowattheure. Donc, voilà, c'est très variable sur le marché de l'énergie et sur le prix des fournisseurs, et ça l'est encore plus en autoconsommation collective. Est-il possible d'être intermédiaire de paiement entre le producteur et le consommateur? Non, il n'est pas possible de l'être. En l'occurrence, ici, dans cette solution, on a vraiment choisi cette option de point à point. En général, ce qui peut avoir lieu dans ces opérations-là, c'est demander un abonnement ou des choses comme ça, si vous voulez récupérer un revenu lié à ça. Mais pas, voilà. L'intermédiaire de paiement, c'est quand même beaucoup de gestion, quoi. Une compta en plus, des choses comme ça. Il y en a qui le font avec la PMO, mais il faut vraiment avoir des bonnes raisons. Facture, pas d'indication précise des périodes de consommation sur lesquelles porte la facturation. Alors si, sur les factures, vous avez bien à chaque fois, sur une facture, donc je pourrais vous en montrer une où il y a plein de... Je vais vous en montrer une, typiquement... Je vais vous en montrer une qui est peut-être plus... Hop, voilà, pour une facture. Donc là, typiquement, je vais vous montrer une facture. Donc là, ce producteur vend à ce consommateur-là a 14 ou 16 compteurs, quelque chose comme ça. Donc là, vous voyez, pour chaque ligne, vous avez bien le mois associé, si c'est heure creuse ou heure pleine, et vous avez le compteur associé. Donc il y a vraiment ce détail-là qui est précisé sur les factures. Et qui se retrouve voilà, sur toutes les factures. Facture, tac. Bonjour, auriez-vous un cahier des charges pour développer et utiliser un logiciel similaire au vôtre dans le cadre d'un marché public? Bon, alors ça, n'hésitez pas à nous faire un message là-dessus. Je vais demander à ma collègue voilà, de le noter et on vous répondra. Mais oui, on en a déjà vu passer pas mal. Ouais. Peut-on systématiser le paiement par prélèvement automatique? Non, ce n'est pas le cas. On a un clic aujourd'hui. On pourrait faire encore mieux. Au niveau des consommateurs, il y en a certains, ça ne pose pas de problème. Il y en a certains, ils aiment bien quand même avoir juste, même si c'est un clic, ils sont alertés. C'est quand même pas super contraignant. C'est l'idée. Hein. C'est l'idée d'aller vers ça. Hein. C'est l'idée d'aller vers ça en prélèvement automatique. On est à une étape de marché où ça va vite. C'est en train de systématiser de manière très rapide, mais on n'est pas encore prêt. Quoi. Les transactions peuvent se faire en virement, oui, pas de souci. Vous pouvez utiliser l'ensemble des moyens que vous voulez pour faire le paiement. Ça, il n'y a pas de problème. C'est simplement que il faudra cliquer que la facture est acquittée dans l'environnement. Alors que si vous utilisez le paiement automatique, donc c'est un système de virement hein, qu'on a en place, ce n'est pas de la CB. Ce système de virement-là, le gros avantage que vous avez, c'est que le suivi du paiement, il est automatique. Tac, bonjour. Pouvez-vous nous partager un ordre de grandeur du coût de vos services PMO plus accès global au logiciel de facturation pour le producteur en euros du mégawattheure? On ne facture pas en euros du mégawattheure, mais là, vous l'avez, hein, le coût de suivi d'une opération comme ça, hein, en incluant la PMO, l'accès au logiciel de facturation, l'édition des factures, etc., c'est 300 € par an, plus 3 € par facture.
Donc voilà, quelle que soit la puissance. Et donc ça intègre bien sûr la PMO. Hop. Avez-vous un REX détaillé avec un promoteur immobilier sur un bâtiment en construction qui investirait dans une surcentrale PV sur sa toiture qui appartiendrait à la fin au copropriétaire? Oui, on a un REX sur ce sujet-là. On en a plusieurs types là-dessus. Là-dessus. On a des centrales qui peuvent soit être gardées par un tiers investisseur, soit des centrales qui sont cédées au tantième sur chaque copropriétaire de l'installation. Donc ça, on a aussi. Et on a aussi des opérations où on a un producteur qui a un compteur sur le site, donc en consommateur aussi, mais où dans la même opération, il peut y avoir d'autres compteurs qui ne sont pas les producteurs, donc une opération mixte. Comment peut-on déterminer le prix de vente de l'électricité produit par le producteur? Alors, sur le prix de vente, alors ça pourrait presque faire l'objet d'un webinaire à part, mais globalement, le prix de vente, donc nous, on a un petit outil qui aide à faire ça. On a d'un côté le prix de vente plancher, ça peut être par exemple le DFOA pour le producteur. De l'autre côté, on a un prix de vente haut qui est en général le prix de l'électricité pour le consommateur qui paye aujourd'hui. Et derrière, en fonction du volume, etc., nous, on trace un graphique qui montre comment se répartit la valeur entre le producteur et le consommateur. Et donc, souvent, c'est l'intersection des deux courbes qui fixe le prix. En gros, on partage la valeur. Après, ça peut être différent si c'est le producteur qui prend en charge les coûts de gestion de l'opération. Ça peut être différent aussi si le consommateur s'engage pour 1 an ou s'il s'engage pour 10 ans. Ça, en général, au plus l'engagement est long, au plus les prix sont bas. Ouais. Comment gérez-vous les impayés? Donc ça, je l'ai mentionné donc, tout à l'heure, je vous le redis. Donc en gros, ça émet une facture, on suit du coup le paiement. Si le paiement n'est pas fait au bout de, je crois que c'est 2 semaines, ça envoie une alerte à la fois au producteur et au consommateur. Si jamais cette alerte persiste 1 semaine de plus, ça pose la question au producteur s'il souhaite suspendre l'affectation. Donc voilà, ce n'est pas nous qui gérons la créance. La créance, elle est bien... c'est bien le producteur qui porte la créance. En revanche, ce système-là, si vous prenez typiquement un mois d'avance, un mois de caution, typiquement, voilà, du coup, avec ce système-là de gestion de créance, enfin de gestion d'impayés, du coup, le risque producteur est extrêmement limité. L'ACC a-t-elle un impact sur la réglementation pour l'immobilier tertiaire, décret tertiaire, DPE? Alors, c'est en train de bouger, mais le volume ACC tel qu'il est aujourd'hui, il y avait un débat sur est-ce que si c'est produit sur le même bâtiment, oui, ça peut être intégré au décret tertiaire. Enfin, en tout cas, c'est en train de bouger. Ça ne l'est pas encore, c'est en train de bouger. En revanche, probablement, si la centrale est à l'extérieur, ça ne sera pas intégré dans l'application. Alors, Opéra, il me semble, sur laquelle vous déclarez, j'ai peut-être une confusion avec le nom. Ouais. Comment convaincre des consommateurs avec un tarif jaune ou vert pour se diriger vers l'ACC? Alors là, nous, les conseils qu'on peut vous donner pour aller vers l'ACC, c'est la sécurisation d'une partie de la facture à un prix donné sur la longue durée. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, ça peut être des clauses où l'affectation en cas de prix trop bas, elle peut être suspendue et puis elle peut être réintégrée à tout moment si le prix est plus élevé. Donc ça, c'est important. On a ça, nous, sur certaines opérations. Il faut savoir que si vous voulez arrêter d'affecter sur un compteur, parce qu'à un moment donné, il a un prix trop bas ou un contrat particulier, vous mettez, vous avez un clic à faire et c'est fait. Est-ce utile de compléter une centrale PV avec des batteries physiques pour minimiser la vente de surplus mal valorisée auprès de DFOA? Voyez-vous des acteurs du marché faire cela? Oui, ça on le voit arriver de manière rapide et plus rapide que ce qu'on pensait. Donc oui, où on mixe en fait. Tout dépend en fait des calculs d'autoconsommation et du volume. Avec le prix EDFOA qui est de plus en plus faible, ou même un appel d'offres, ou même marché libre, il y a un vrai sujet de se dire, OK, si vous avez un gros volume, il faut maximiser l'autoconsommation individuelle et collective, et la batterie peut aider pour faire ça. Il y a des outils qui sont en train de se mettre en place, notamment pour décharger la batterie
lorsqu'un consommateur d'opérations d'autoconsommation collective consomme dans un autre bâtiment. Donc voilà, c'est encore marginal, mais ça arrive et ça bouge assez vite sur le stockage en général. Écoutez, on a fini les questions. Bon, on espère avoir été assez clair. Si ce n'est pas le cas, si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à nous contacter. Donc, contact@boîte.fr, voilà, si vous avez des questions ou à nous appeler. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous avez appris des choses. Et passez de bonnes fêtes si on ne se revoit plus. C'est de là le pull. Donc voilà, avec la remarque de Jérôme en début de webinaire. Bonne journée à vous, au revoir.